Donc, est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, merci d'avoir mis à l'honneur ce moment central, comme vous l'avez rappelé, du développement de l'enfant. J'aurais deux questions. La première, c'est en direction de Madame Bonello. Avez-vous des références de livres ou autres concernant effectivement l'impact du microbiote sur la santé globale de l'enfant? Ça, c'est un sujet très intéressant. Et la deuxième n'est pas vraiment une question, mais plus une réflexion aux trois autres intervenants. Je suis éducatrice de jeunes enfants aussi. Je suis responsable des analyses de pratique des professionnels. Je travaille en guidance parentale et familiale. Et je vous rejoins toutes sur l'importance de la transmission des connaissances. Là où je voudrais nuancer, je me questionne beaucoup sur le contexte aujourd'hui des structures d'accueil. Pardon, je suis obligée de mettre ce sujet-là. Parce que, comme vous le dites, ils arrivent pour certains à 2 mois et demi. Les professionnels aujourd'hui que je rencontre, beaucoup sont en souffrance. Aujourd'hui, on est en train de signer un congé parental de 6 mois. Quand vous en demandez 9 semaines, et ô combien on en a besoin, mais même au-delà de la première année. Aujourd'hui, en Suède, c'est le cas, au minimum. Voilà, c'est plus un questionnement, mais je m'alerte aussi du champ socio-éducatif qui s'appauvrit, malgré les connaissances fines qu'on a, qui vont encore arriver, et l'importance qui est fondamentale pour le devenir de l'être humain. Merci en tout cas pour toutes ces réflexions. Oui, donc on va passer la parole à Nathalie et Morgane. Alors, on prend la question à l'inverse. Voilà, hop, on passe au deuxième sujet, puis après c'est Morgane qui répond. Mais sur la question de Morgane, il y a le CHU de Lille, qui est IHAB. On travaille avec le professeur Storm sur ces questions-là aussi. Sur leur site, il y a beaucoup de choses sur tous les toxiques du quotidien, les perturbateurs endocriniens, le microbiote, etc. Mais Morgane aura sûrement d'autres références. Mais en tout cas, c'est en ligne. C'est le CHU, la maternité Jeanne de Flandre. Il y a une dichotomie parfaite entre la croissance des connaissances. Aujourd'hui, on atteint un niveau de connaissance qu'on n'a jamais atteint avant. On a un peu rattrapé les presque 20 ans de retard avec les pays du Nord, le Québec et l'Australie, qui sont des pays pionniers en matière de recherche, qui investissent beaucoup dans la recherche et l'évaluation. On n'en est pas encore du tout à leur niveau, mais on commence à rattraper le retard sur nos connaissances. Et malgré tout, on est dans une forme de maltraitance des professionnels de la petite enfance. Moi, j'ai arrêté de travailler en France. En 2008, je suis partie travailler en Inde pour aller aider un autre pays. Puis en rentrant, je suis allée au Québec pour me former en me disant « non, c'est pas possible. Il faut que j'ai des ressources beaucoup plus solides pour accompagner et soutenir les professionnels en France. » Il y a le rapport de l'IGAS, il y a aujourd'hui une commission, la commission crèche au sein de l'Assemblée nationale. J'ai été auditionnée il n'y a pas longtemps sur de quoi un bébé a besoin, parce qu'en fait on est tous animés par une question majeure quand on a un problème, un questionnement. Quel est l'intérêt de l'enfant? C'est ça qui nous réunit tous dans cette salle aujourd'hui et au-delà de la salle. Tous les professionnels veulent absolument faire au mieux pour les bébés comme les parents. Or, c'est une hérésie. Moi, je vous parle avec mon cœur, autant qu'avec ma tête, j'espère. C'est une hérésie, je l'ai vécu dans les autres pays. Accompagner un bébé 10 semaines dans un attachement secondaire, c'est d'une complexité, c'est un travail de dentelle à chaque instant. Et on ne peut pas être dans le faire. On devrait pouvoir avoir les conditions nécessaires pour être dans l'être. Un bébé, il se développe dans le regard de l'autre. Quand ses parents ne sont pas là, il se développe dans le regard de sa figure d'attachement secondaire. Si la figure d'attachement secondaire est affairée avec les protocoles, le prélèvement des trucs qu'on va congeler qui ne servent à pas grand-chose, à l'application des normes, à remplir le cahier, à faire des tâches quotidiennes qui sont accessoires, alors que le bébé,
il a besoin qu'on soit dans la qualité de la relation avec lui. La première chose que l'on fait dans une maison des 1000 jours, mais je le souhaite pour toutes les crèches et tous les lieux d'accueil de la petite enfance, les assistants maternels, les assistants familiaux, parce qu'il ne faut surtout pas les oublier dans cette histoire. Vous avez un bébé, vous le présentez face à vous, à peu près 30 cm, c'est à peu près sa vision possible à cet âge-là, et vous engagez un dialogue. Vous laissez passer les silences. Le bébé va les remplir, les silences. Vous entrez dans une danse relationnelle avec ce bébé qui vous procure du plaisir et qui procure du plaisir au bébé. Et ça, c'est dans la relation et le plaisir partagé que le bébé va développer son plein potentiel. Et ça, si on n'a pas du temps individuel, chaque jour, avec chaque enfant dans nos structures d'accueil individuel, collectif, protection de l'enfance, etc., on perd des chances. On perd des chances et on accentue les inégalités. Le professeur Antoine Guénet, Boris Cyrulnik sont très clairs sur le sujet. C'est le marqueur le plus puissant de la résilience. Cette qualité de la relation à l'autre, on va générer des hormones du bien-être, l'ocytocine, la dopamine, qui sont ces hormones qui vont permettre au bébé d'être le plus curieux possible et le plus ouvert possible à l'exploration de son monde. C'est de ça dont un bébé a besoin, parce qu'un bébé isolé ne va pas aller explorer. Il va rester proche. Nicole Guénet l'appelle le timbre-poste. Il va être collé à vous, il ne va pas oser explorer son monde. Là, il y a des questions à se poser sur la qualité de l'attachement, qu'il soit primaire, enfin l'attachement premier et l'attachement secondaire. Je reprends la question. Du coup, j'ai 2 ouvrages qui me viennent en tête. C'est le docteur Scanzi qui mène des recherches sur le microbiote, qui a écrit un livre, Incroyable microbiote, qui est passionnant. Il ne fait pas forcément un focus sur les enfants, mais ça permet d'avoir une vision globale sur le microbiote. Et il y a également une collègue diététicienne qui a publié donc, un livre en fin d'année dernière. Je vais avoir du mal à retrouver le titre, mais il me semble que c'est Le pouvoir du microbiote. Et par contre, elle fait un focus du coup sur l'alimentation de la femme enceinte, allaitante, et l'alimentation de l'enfant par rapport au microbiote. La question est très simple, c'est par rapport à l'autisme. Je voulais savoir si la piste du microbiote a été validée. Il y a quelques années, il y avait eu un reportage un documentaire très intéressant sur Arte, et j'ai pas suivi. Je voulais savoir si on a plus d'infos. Alors, de mémoire, c'est une recherche américaine d'impact du gluten et de la caséine sur les TSA. Une chercheuse a travaillé sur le sujet, elle s'appelle Fabienne Casellis. Elle a travaillé à San Francisco, elle est arrivée à Paris, elle est dans un laboratoire à Paris. Et elle a expérimenté. Les effets sont majeurs. Alors, ça ne règle pas la situation dans sa globalité, mais il y a un impact majeur d'arrêt de la caséine et du gluten dans l'alimentation sur les manifestations de TSA. Je rejoins totalement Nathalie donc, sur les études qui sont faites, notamment par rapport à certains aliments. En fait, étant donné que du coup, les enfants autistes ont du mal à exprimer ce qu'ils ressentent, et ils sont souvent sujets à des troubles digestifs. Et du coup, le fait d'éliminer ces aliments vont leur permettre en fait, de soulager ces troubles digestifs. Donc on ne sait pas si ça a un impact vraiment cérébral, mais en tout cas, ça les soulage et du coup, ça les apaise. Donc c'est vraiment les premiers retours qui sont ressortis. Et par rapport au microbiote, alors pour l'autisme et pour les autres maladies, je pense notamment à l'obésité, en fait, il y a un lien avec les microbiotes, notamment par rapport aux souches qu'on retrouve dans les microbiotes. Il y a des souches qui sont plus majoritaires chez certains enfants donc malades et donc du coup il y a des études qui sont justement pour des greffes de microbiote pour voir si effectivement il pourrait avoir un impact par rapport à l'implantation de nouvelles souches par rapport aux enfants qui sont déjà malades. Donc il y a beaucoup à faire encore sur le microbiote et d'ailleurs c'est un sujet passionnant. Je suis arrière-grand-mère bientôt, j'ai 11 petits-enfants et bientôt 4 arrière-petits. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on doit préparer un bébé pour le mettre en crèche relativement tôt finalement. Qu'est-ce qu'il faut ne pas faire et qu'est-ce qu'il faut faire surtout, parce que je
essayer de l'aider, mais moi je ne peux pas aller l'aider, je suis trop loin, malheureusement, elle est trop vieille. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais. Il faut peut-être se poser la question à l'inverse, c'est-à-dire comment la crèche peut se préparer à l'arrivée d'un tout petit. C'est la même question à l'école. Hein. C'est à l'école de s'adapter au développement de nos enfants. La qualité de l'attachement. La qualité de l'attachement. Passer du temps avec son bébé et rencontrer l'équipe à la crèche. Si une maman, un papa sont en confiance avec l'équipe, ce sera peut-être encore mieux dit. Moi, ça fait longtemps que je ne suis plus directrice de crèche, mais quand vous êtes en confiance, c'est cette relation triangulaire qui va se mettre en place, c'est-à-dire que le bébé, dans la prososie de la langue parlée entre le professionnel et le parent, va comprendre qu'il y a de la confiance, de l'apaisement. C'est vraiment très difficile de confier son bébé tout petit, très difficile, et c'est normal. Eh bien, il va comprendre que si maman ou papa sont confortables avec le milieu d'accueil, lui aussi va être confortable. Alors, je voulais rajouter que, ça a été évoqué par la personne qui a parlé tout à l'heure, actuellement, on vit quelque chose de particulier. On a une société qui est en train d'évoluer à une vitesse grand V. Bon, on l'a vu hier au travers des écrans, au travers du numérique. On évolue très très vite, mais on ne se pose pas assez sur les organisations des institutions ou des structures. Aujourd'hui, la famille a changé quand même. La famille a changé. Nous avons des familles qui ont éclaté, c'est-à-dire des familles monoparentales, homoparentales, etc., qui font que la structure elle-même n'a pas évolué aussi vite que l'accueil des familles qu'on peut faire. Déjà, c'est un point. Ensuite, l'autre point, c'est qu'avant, la famille, c'était la mamie qui pouvait aussi garder l'enfant. Voilà. Donc là, on a géographiquement aussi des familles qui sont éclatées. Géographiquement. Donc du coup, moi je rejoins tout à l'heure ce qui a été dit, c'est qu'en fait, on a évolué, mais sur les structures d'accueil, actuellement, on est en souffrance parce que peut-être qu'il faut que les structures d'accueil aussi évoluent par rapport à l'accueil qu'on peut proposer. Donc, le jeune enfant, bon, moi, alors là, c'est une ancienne directrice qui parle. C'est sûr que si on n'évolue pas sur les congés parentaux, c'est-à-dire une maman qui est obligée de laisser son enfant, elle ne peut pas faire autrement. Elle a besoin, quand on est seul, on a besoin de travailler. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autre système que la crèche parentale, peut-être, en amont à préparer, c'est-à-dire peut-être des structures un peu plus petites, d'accueil plus individualisé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé avec les assistants maternels. C'est vrai qu'elles font un travail extraordinaire, elles ont des petits groupes d'enfants. Peut-être que la crèche, ça c'est pas la crèche pour les tout petits, les bébés, mais peut-être l'assistant maternel, ou peut-être autre chose encore à mettre en place. Bon, il y a les micro-crèches qui sont apparues. Mais je pense qu'on doit se pencher plus sur les modes organisationnels de ce qu'on propose pour être dans ce qu'on est en train de parler avec vous, c'est-à-dire ces liens d'attachement, les 1000 premiers jours, l'importance de cette niche sensorielle dont parle si bien Boris Cyrulnik, c'est-à-dire que pour pouvoir être près de l'autre, être en relation, on l'a vu tout à l'heure sur la communication non violente, faut-il encore être en capacité de pouvoir le faire? Quand je suis seule et que j'ai 8 bébés autour de moi, ou 5, puisque c'est... Comment voulez-vous faire? Voilà. Mais ça, voilà, vous le savez, mais je pense qu'il y a beaucoup d'éducateurs de jeunes enfants autour dans la salle. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, on est en train il faut, enfin, je dis il faut, mais je vais dire il faut, qu'on continue. Et cet après-midi, on verra Boris pour pouvoir voir avec lui, qu'on continue à se pencher sur ce monde du travail que la femme travaille, elle a besoin aussi d'être épaulée. Voilà, je ne veux pas aller plus loin, mais... C'est super ce que tu dis. Dans le rapport des 1000 premiers jours, si vous le lisez ou si vous l'avez déjà lu, vous verrez que...
J'ai coordonné la question des congés, mais aussi avec le professeur Jacqueline Van Lang, la question de la formation des professionnels et des conditions de travail. Je te rejoins parfaitement. La première proposition qu'on a faite, mais c'était une étape, c'était dans la globalité de la crèche, par exemple, d'un accueil collectif, un encadrement d'un professionnel pour 6 enfants en moyenne, pour arrêter avec les 1 pour 8. Et voilà, donc en globalité, on a fait un premier pas. Mais là, c'est ce que j'ai dit à la commission d'enquête il y a 1 mois à peu près. Il faut arriver à une harmonisation européenne sur le sujet. L'harmonisation européenne, c'est un professionnel pour 3 enfants à un professionnel pour 4 enfants. 4 enfants. Arrivons au moins à ça, 1 pour 4. Et là, on est certain de la qualité de la relation individuelle dont un enfant a absolument besoin pour grandir. Et comme on se pose la question tous les jours, quel est l'intérêt de l'enfant, parfois on est en telle détresse qu'on arrête de travailler et on va faire autre chose. Donc resteront le sens de nos métiers.